C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Bonjour, on se lance 10 raisons qui expliquent ce matin le manque de revenus. En fait, je ne sais pas si vous écoutez cet épisode le matin, le soir, la fin de semaine. Écoutez, certains d'entre vous nous partagent sur Instagram là où ils écoutent l'épisode. Ça nous permet de voir qui écoute puis où est-ce que, ou du moins dans quel contexte vous nous écoutez. Ça nous fait toujours grand plaisir. Alors, comme à l'habitude, Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing. Et aujourd'hui, j'adresse un bobo important, qui est celui du manque de revenus, surtout en contexte, certains ont senti un ralentissement là, plus important, plus marqué là, puis dans les derniers mois, je dirais depuis novembre. Comme on accompagne plusieurs organisations et entreprises, ben, tu sais, on le sent dans, comment je dirais ça, comme on accompagne différentes personnes dans différents contextes. Puis là, on voit que tout le monde vit le même ralentissement, mais on voit que c'est en quelque sorte davantage généralisé depuis quelques mois. On sent que ça repart, mais je me disais, ça nous prend un épisode qui met le doigt sur c'est quoi les bobos les plus, ou du moins les causes derrière le symptôme de manquer de revenus, parce que manquer de revenus, c'est un symptôme de quelque chose. C'est beau parce que ce que ça veut dire, c'est que manquer de revenus, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qu'on doit étudier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le manque de revenus, c'est pas nécessairement une fatalité. C'est une problématique à étudier de façon cartésienne. Puis souvent, avec l'argent, là, on a plein de couches d'affect, on a plein de couches d'émotions, mais c'est pas l'endroit où on doit prendre des décisions avec émotion. On doit prendre des décisions avec instinct, oui, avec rationalité, avec chiffres à l'appui, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a quelque chose qu'on peut faire. On peut changer les choses. Mais pour ça, il faut voir c'est quoi le problème. Parce que sinon, on peut lancer plein de pistes d'action, mais si on ne prend pas de la problématique, ben on va travailler complètement dans le vide. C'est drôle parce que ce matin, j'arrive, il est assez tôt au bureau et je suis tellement bien, j'ai mon bon café, puis c'est beau chez nous parce que là, le soleil commence à se lever très tôt. Et j'en profite dans mon bureau alors que je suis toute seule tôt le matin, mais avec beaucoup de soleil, parce qu'avant, quand je rentrais tôt le matin, c'était noir encore. Et là, j'ai le cœur rempli et je devrais être pas pire dans cet épisode parce que c'est la deuxième fois que je l'enregistre. En fait, la première fois, le son n'est pas rentré comme faut dans l'outil qu'on utilise et donc, à la fin de l'épisode, je vais regarder si tout a fonctionné et pas de son. Il y a moi qui placote pendant 30 minutes, mais pas de son. Alors, on plonge rapidement dans les 10 raisons qui pourraient faire que vos revenus baissent ou ne sont pas à la hauteur de vos attentes. D'abord, ça se peut que l'offre ne réponde pas aux besoins du persona ou de la clientèle idéale. Et ça, on voit ça souvent, c'est qu'on a des bonnes idées comme entrepreneur. Ça s'applique aussi aux OBNL, ça. On crée des services pour des usagers, puis on se rend compte que quand ça arrive sur le marché, les gens n'achètent pas, ne s'abonnent pas, ne s'inscrivent pas. Et donc, notre offre ne répond pas aux réels besoins du persona. Ou c'est le message qui était ajusté, on va le voir un petit peu plus tard, OK? À ce niveau-là, il peut y avoir deux raisons. La seule façon de faire pour contrecarrer ça, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec nos clientèles idéales. Ça peut être un client, là, moi, c'est déjà arrivé chez nous que j'ai pris le téléphone, puis j'ai regardé c'est quoi mes 5 clients wow des dernières années qui pourraient aimer ce genre de produit-service, et j'ai pris le temps de jaser avec eux pour gratter c'est quoi le bobo, c'est quoi le besoin. Ou on peut même aller vers des gens qui ne sont pas encore clients chez nous. Puis se dire, hey, toi, là, je te regarde depuis quelques années, là.
j'aimerais ça t'avoir comme client chez nous, puis je veux te parler d'un nouveau produit ou service que je veux lancer, je veux bien comprendre tes besoins. Et puis, souvent, ce que ça fait, c'est que ça nous fait une forme ça nous fait connaître, puis ça peut attirer une nouvelle clientèle. Alors, ça peut être très chouette de prendre le temps de sonder notre clientèle idéale. Il y a vraiment quelque chose là, mais c'est surtout pour nous assurer que les offres de produits ou services qu'on bâtit, c'est pour répondre à un réel problème. Puis je close ce point 1 là-dessus, là, mais tu sais, ce qu'on appelle en anglais les boring businesses, c'est des entreprises qui roulent. Tu sais, c'est la mode d'acheter des boring businesses pour faire beaucoup de profit. Ce sont des entreprises qui répondent à des besoins dont on aura toujours besoin. Par exemple, entre guillemets toujours, les lavotos. C'est pas une entreprise hyper sexy comme développer un nouvel outil en tech, mais c'est rentable. Puis c'est de service. Les soins de santé, ça va jamais changer. Les rites funéraires, on va toujours avoir, la forme va changer, mais on va toujours avoir besoin d'eux. Alors, il y a certaines entreprises qu'on aura toujours besoin parce que le bobo va être toujours là. Alors, intéressez-vous vraiment à cette problématique-là pour vous assurer que votre produit ou service répond à quelque chose qui est un besoin criant du côté du consommateur. Point numéro 2, ça peut arriver que vous ayez le mauvais personnage. Donc, de dire, je pensais avoir validé, puis là, tout le monde me disait que ça va être bon, mais finalement, je lance et personne n'achète. Mais peut-être que vous avez en tête une clientèle idéale qui n'a pas les moyens de votre produit ou service. Et peut-être qu'il faut aller vous faire connaître ou entrer dans les nouveaux réseaux où là, ils sont. Alors, c'est pas nécessairement que vous répondez pas à un problème criant, c'est que vous répondez pas au problème des bonnes personnes, ou du moins, vous répondez au problème de certaines personnes qui ne vous connaissent pas. Et nous, ça nous est arrivé longtemps à la firme, là, on avait un mauvais persona, en guillemets, on mettait beaucoup d'efforts pour rejoindre un persona X, mais on s'est rendu compte que notre persona, c'était plus un persona Y. Notre clientèle idéale, puis grosso modo, c'est qu'elle était un peu plus avancée. Donc, ça pourrait être la même personne, mais à un autre stade de développement. On a 2 personnages clés, nous, à la firme, mais par exemple, nous, on mettait beaucoup d'efforts aux gens qui se lancent en affaires. Mais c'était pas eux. Parce que quand on se lance en affaires, il faut faire les choses nous-mêmes, il faut faire notre comptabilité, il faut écrire des premiers contrats. Oui, évidemment, on se fait guider, là, mais on s'entend qu'on n'a pas les moyens de payer 3000 $ par entente consigne. On doit faire du marketing nous-mêmes. C'est en apprenant les choses qu'après, on devient meilleur pour déléguer. Alors nous, c'est pas quelqu'un qui se lance qui va nécessairement investir dans une stratégie complète auprès de nous. C'est quelqu'un qui a travaillé bien durant les dernières années et qui se rend compte que hey, mon modèle, là, il y a plus de potentiel que ça. Je veux aller plus loin, mais je suis à la limite de mes propres compétences. Et c'est là qu'ils viennent vers nous. Puis quand on s'est mis à se concentrer sur ce persona-là, tout est devenu plus fluide à la firme. Donc, point numéro 2, avez-vous la mauvaise clientèle idéale? Mettez-vous vos efforts auprès des bonnes personnes ou pas? Point numéro 3, c'est là où je m'en venais plus tôt. Le message n'est pas clair. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. En anglais, on dit « Sell them what they want, give them what they need ». Peut-être que vous répondez à un besoin, mais qu'initialement, la clientèle idéale, c'est pas ce besoin-là auquel elle veut répondre. Elle veut adresser le bobo. C'est comme le meilleur exemple, c'est les Advil, OK? Donc, l'Advil, si on dit que le message, c'est bon, l'ibuprofène va aller apaiser telle molécule qui vont éventuellement faire que vos céphalées diminuent. Mais si le message c'est ça, c'est pas clair pour le commun des mortels et on ne vendra pas d'Advil. Mais si le message c'est mal de tête, Advil, solution. Point. Puis on a des preuves tangibles qui démontrent que ça fonctionne, eh bien les gens vont l'acheter. Donc est-ce que vous avez bien clarifié le message puis que le message adresse le symptôme, le bobo qui vit dans la perception de la clientèle idéale, pas votre perception d'expert en molécules. On s'en fout de la molécule quand on pense au client. Les gens qui font les Advil s'intéressent aux molécules, mais d'un point de vue du client, dans sa perception à lui du truc, alors c'est ça qu'on doit aller adresser dans le message. Et un bon message, si on veut faire le plus simple possible, qu'est-ce qu'on met dans un bon message? On part toujours avec un hook qu'on appelle un hameçon, hein? Donc une petite question, un petit déclencheur à la lecture. Ça peut être par exemple le secret de bibi 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 ou pour ou contre ou encore si à la place de vous feriez X Y Z. Donc là on a un hook. OK? Ensuite, on parle de la problématique du bobo ou du symptôme.
OK? C'est là où on doit absolument être dans le regard de notre clientèle idéale et pas de nous. Ensuite, on propose notre solution. On dit qu'est-ce qu'on a proposé pour guérir, solutionner ce bobo. On donne des preuves, le plus possible qu'on a des preuves, un nombre quantifiable de gens guéris, de preuves tangibles, des avis clients, des exemples concrets. Tu sais, souvent, on me demande ça, moi, « Hey, Mme Michel, je veux te référer. Peux-tu me donner 2, 3 mandats wow que vous avez fait que je peux donner en référence? » Ça, c'est des preuves tangibles de ce que on peut faire, OK? Ça, on peut en mettre dans le message. Et important de toujours finir avec un bon appel à l'action. Quand la personne est exposée au message, qu'est-ce qu'on attend d'elle? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse par la suite? Alors ça, c'était le point numéro 3 pour clarifier le message. Point numéro 4, votre offre, est-ce qu'elle est floue? Ça c'est, on en a parlé plusieurs fois sur le balado. Ça arrive dans les 5 à 7, quelqu'un se lance à son compte, on dit « Ah, qu'est-ce que tu fais? » La personne nous parle pendant 15 minutes. On finit, ben écoute, bravo, puis donne-moi ta carte, puis on repart, puis on se dit « Hey, j'ai toujours pas compris ce qu'elle fait. J'ai toujours pas compris ce qu'elle vend. » Et ça, c'est grave, parce que si on comprend pas, disons que je vends des verres, OK? Ben, voici le verre, il est 5 plus taxes, je vais vous livrer en temps de temps. Donc, on comprend l'offre exacte, c'est quoi. Mais si les gens n'ont pas compris, ils n'accepteront pas d'acheter quoi que ce soit. Ils vont pas être tentés, ils n'auront pas compris, ils vont repartir avec du flou. Alors, c'est important de clarifier précisément votre offre. Est-ce que votre offre porte un nom? Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce qu'il y a une méthode de livraison? Une méthode pour le service, ou si c'est nous à la firme, par exemple, on a listé tous nos livrables. Donc, une stratégie, ça peut paraître flou. Alors, on a pris le temps de détailler le montant d'argent, les échéances. Donc, qu'est-ce que ça comprend concrètement? Puis surtout, qu'est-ce que ça va me donner concrètement? Donc, quel est mon gain, moi, comme consommateur, comme utilisateur, si j'achète le produit, le service, hein? What's in it for me? Donc, ça, c'est important de clarifier votre offre. Point numéro 5. La clientèle n'associe pas son problème à votre solution. Dans certains cas, à la firme, ce qu'on observe, c'est qu'il faut faire de l'éducation. Par exemple, nous, notre cheval de bataille, c'est la stratégie marketing, vous le savez. Et donc, il a fallu, à travers les dernières années, faire beaucoup d'éducation sur, tu sais, qu'est-ce qui fait que ça marche pas dans ton institution, ton OBNL ou ton entreprise, c'est que tu manques de clarté sur tes actions en communication marketing. Parce qu'avant, les gens disaient « Hey, j'ai pas de membership. Ah, j'ai pas d'usagers. Ah, je vends moins qu'avant. Ah, mon concurrent prend de la place. J'ai l'impression que je peux faire plus, mais j'y arrive pas. » Donc, les gens étaient très orientés bobo. Puis souvent, la solution à laquelle ils pensaient, c'était par exemple « Ah, je vais faire de la publicité. Je vais m'intégrer dans tel magazine, ou je vais aller à radio, ou je vais aller en télé. » Et puis, le réflexe, c'était que ça. Ils n'allaient pas plus loin que ça. Et oui, être dans les magazines, les journaux, la télé, la radio, c'est intéressant, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et nous, c'est là où il a fallu faire de l'éducation pour dire, avant de lancer plein d'argent partout, réfléchis à pourquoi tu le fais, puis quelles sont tes réelles priorités d'un point de vue des actions. Et nous, on a dû éduquer sur ton problème, on est la solution, OK, en stratégie marketing, avant d'aller investir partout. Donc, ça, il a fallu le faire et on le voit dans plusieurs industries. Si on lance un nouveau produit ou un nouveau service qui n'existait pas nécessairement, par exemple, ça, il faut faire très, très attention à ça parce que les gens vont vivre avec le bobo, mais vont pas penser à googler votre solution parce qu'ils n'ont pas encore compris que votre solution, c'est la réponse à leur problème. Point numéro 6, le prix n'est pas le bon. Ça, c'est fascinant, le pricing. C'est très complexe. Il n'y a pas de science exacte. Hein. Il y a plein de livres en la matière. Il y a des experts en la matière. Vous pouvez vous intéresser à ça. Vous pouvez étudier le tout. Mais vient qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut mettre un prix. Il faut lancer notre produit ou service, point. Il faut le tester sur le marché puis voir quelles sont les clientèles qui disent oui ou non. On peut se donner des indicateurs de performance pour mesurer est-ce qu'on est à la bonne place ou non. Par exemple, moi, la firme, les devis qui rentrent, je veux avoir un oui pour un non. Donc, sur 2 devis, je veux 50% oui, 50% non. Si 95% me disent oui, c'est que c'est pas assez cher. Si 15% me disent oui, c'est que c'est beaucoup trop cher et que les gens ne reconnaissent pas la valeur de mes services. Alors, moi, personnellement, je me suis donné, ça fait 5 ans que je fais ce que je fais là à la firme. Donc,
Je me suis donné cet indicateur-là pour mesurer est-ce que je suis à la bonne place dans mes prix. OK? Alors, vous, êtes-vous à la bonne place dans vos prix? Comment pourriez-vous mesurer que vous avez le bon prix pour les bonnes personnes? Puis, je donne toujours cet exemple-là, les diamants. Les diamants, ça coûte très cher, c'est très rare, puis c'est pas tellement écologique ni éthique. Et donc, il y a des entreprises qui, en laboratoire, ont réussi à créer des diamants. Là, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont lancé leur diamant créé en laboratoire sur le marché, qui est exactement la même chose qu'un vrai diamant? Ils le vendaient beaucoup moins cher. Parce qu'ils se disaient, ben, tu sais, ça n'a pas pris des milliers d'années à se faire dans une grotte, puis il n'a pas fallu aller dans la grotte chercher ce petit micro-diamant. On l'a créé en labo. Et comme c'était moins cher, ben les gens n'achetaient pas. Ils n'achetaient pas parce que pour eux, ça avait moins de valeur. Tu sais, si tu fiances quelqu'un, se faire un grand coup, ben c'est pas que les gens aiment payer cher, mais c'est que c'est important dans leur vie, puis qu'il y a une forme de statut qui vient avec le bijou, OK? Et donc, les gens voulaient mettre plus d'argent. Et eux, finalement, ça fonctionnait pas du tout. Ils ont augmenté leur prix et tout d'un coup, ça s'est mis à fonctionner. Alors, amusez-vous avec le prix. Il n'y a pas de science exacte, puis il n'y a pas d'expert qui va pouvoir vous dire oui, non, c'est le bon, c'est pas le bon. Sortez ça de votre tête. C'est vraiment une zone, un terrain de jeu, le pricing, dans lequel il faut aller s'amuser, il faut aller tester, puis il faut regarder de façon pragmatique nos résultats. Point numéro 7, votre persona ne vous trouve pas. Si le persona comprend son bobo, il le sait. Il sait que votre solution est la réponse à son bobo. Il cherche, il parle dans son réseau, il cherche sur Google, il cherche dans un magasin, sur la rue, et qu'il ne vous trouve pas, il ne vous achète pas. Et c'est là où on parle de découvrabilité. On a un épisode à ce sujet-là que je vous invite à aller écouter, qui est très complet, dans lequel on parle de stratégie pour se faire trouver. Ça, c'est un pilier important dans le parcours client aussi. Mais il faut vous trouver quelqu'un qui sait qu'il y a un bobo, qui connaît qui sait que votre solution, pas nécessairement la vôtre, mais disons, comme nous à la firme, le plan marketing, c'est la solution. Je souhaite travailler avec des stratèges marketing, peut-être qu'ils connaissent pas encore la firme marketing. Mais s'ils cherchent consultant plan marketing dans Google, on veut que ça soit sur nous qui tombe, OK? C'est ça la découvrabilité. Et vous pouvez vous amuser soit vous-même. Vous pouvez faire l'exercice en magasin, sur la rue, sur Internet, à googler vos affaires, vos mots-clés principaux, voir comment vous vous positionnez. Même chose avec des clientèles idéales. Tu sais, je parlais en point 1 de sonder nos clientèles. Mais disons que votre produit se vend en pharmacie, mais vous pourriez dire à 5 inconnus, je te donne 150$, viens magasiner avec moi. Puis là, vous l'amenez à la pharmacie, vous dites pas ce que vous cherchez, puis vous pouvez vous tromper. Vous pouvez dire, OK, disons que tu cherches un rouge à lèvres. Viens, on va aller le voir ensemble, comment tu cherches, puis parle-moi à voix haute de ce que tu vois, ce qui t'attire, ce qui te rebute. Mais peut-être que vous vous en foutez des rouges à lèvres, que vous vendez, par exemple, des mouchoirs. Mais vous faites faire 2, 3, 4 exercices. Comme ça, la personne ne sait absolument pas qu'est-ce que vous avez à vendre. Et quand vous arrivez dans les mouchoirs, vous dites, bon, là, votre enfant a le rhume, vous voulez acheter des mouchoirs. Disons que vous vendez des mouchoirs vraiment pour le rhume, OK? Parce que si c'est des mouchoirs de tous les jours, faut que l'introduction soit réellement alignée avec le besoin que vous cherchez à combler. Donc, votre enfant a un gros rhume, il a le nez tout irrité, vous souhaitez acheter des mouchoirs. On va aller dans la section des mouchoirs. Dites-moi ce que vous voyez, qu'est-ce que vous choisissez et pourquoi. Et puis là, vous allez voir si la personne vous découvre en magasin ou pas, c'est quoi les paquets qui attirent son œil ou pas, etc. On peut faire la même chose sur le web. Moi, je peux prendre 5 clients idéaux qui ne me connaissent pas encore puis dire, disons que tu cherches à te faire installer une piscine. Google-moi ça puis dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu aimes dans les sites web? Qu'est-ce qui est clair, pas clair? Puis après, je pourrais l'amener. OK, maintenant, pour ton entreprise, tu veux un plan marketing, Google-moi ça. Je l'ai fait avec un client l'autre jour parce que justement, on était très ancré dans sa réalité. Puis là, je disais, hey, pour le fond, on va aller chercher en marketing, OK? Pour sortir de ton domaine d'exercice, on va aller voir qu'est-ce qui te parle en marketing. Puis ça a été super le fun. Puis même moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette discussion-là, qui est une consultation client, sur mon propre site web puis ma propre façon de nommer mes services parce que on allait voir plein de gens. On a cherché plan marketing dans Google, puis on s'amusait, puis on tombait sur différents sites web, puis ils me disaient, ah, ça, j'haïs ça quand on me dit ça. Ben, ça, je suis plus capable de lire cette phrase-là. Puis là, j'entendais des belles affaires qui m'ont outillée. Alors, on ne prend pas le temps de faire ça, mais pour nous assurer que les gens nous trouvent, puis nous aiment, et aient confiance rapidement en nous, ben, il faut le tester avec des gens qui ne nous connaissent pas. C'est la seule façon d'y arriver. Point numéro 8, votre persona ne vous connaît pas. Ça aussi, ça peut être une réalité intéressante parce que quand
quand on a un problème, ben on peut aller, en anglais, on parle de top of mind. Qu'est-ce qui sort en premier dans notre tête pour répondre à notre problème? Puis ça fait 10 ans qu'on va chercher, par exemple, de la pizza à la même place le vendredi soir. Ben, on le sait que la bonne pizza est là. Mais peut-être qu'il y a un nouveau restaurant qui a une offre de pizza extraordinaire. Mais si je ne sais pas qu'elle existe, ben, je pourrais pas la mettre dans mes considérations de pizza du vendredi soir. OK? Donc, si moi, je lançais un nouveau produit de pizza, wow, en ville, ben, je m'assurerais de faire beaucoup de communication de masse pour m'assurer que tout le monde sait qu'on est là, c'est quoi notre offre, c'est quoi l'unicité de nos pizzas, qu'on livre, de sorte à ce que quand le besoin va se faire sentir de commander une pizza, ben que je sois dans les choix de pizza à commander. Et ça, c'est se faire connaître. C'est aussi un épisode là-dessus, on va mettre les liens en note d'épisode pour vous guider. Si ce n'est toujours pas écouté, c'est un épisode passé dans lequel on a parlé de comment on fait pour se faire connaître. Et ça, il y a des stratégies très accessibles là, pour prendre de la place, à ne pas sous-estimer, puis c'est le genre de choses aussi, puis ça, je le dis avec bienveillance et avec expérience. C'est pas pour vous challenger tout le temps, mais tu sais, c'est notre rôle. Et nous, à la firme aussi, c'est déjà arrivé qu'on s'est assis carrément sur nos lauriers. Il est arrivé des mois où on avait des mois records financièrement, beaucoup, beaucoup de revenus. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on s'est lancé dans le travail, puis on a arrêté notre marketing. Et qu'est-ce qui arrive quand on arrête le marketing? Mais c'est que ça va se faire sentir 3, 6, 9, 12 mois plus tard. Donc, le marketing que je fais aujourd'hui, l'épisode que j'enregistre aujourd'hui, va être écouté dans 18 mois et va peut-être convaincre quelqu'un de nous appeler puis de nous consulter pour son marketing. Alors, ça, c'est le genre d'affaires, se faire connaître, qu'on n'arrête jamais la notoriété. On n'arrête jamais de travailler là-dessus. C'est comme un robinet. Si tu fermes le robinet des clientèles, des revenus, des usagers, des membres. Ça va te faire mal, malheureusement, plus tard. Là, quand tu vas t'en rendre compte, tu vas devoir redoubler d'efforts pour repartir la machine. OK? Donc ça, on ne lâche pas la patate de se faire connaître. C'est quelque chose qu'on doit faire en continu. Avant-dernier point, point numéro 9, la qualité de votre produit ou service est à parfaire. L'autre jour, j'ai acheté un produit, des mets préparés. Des mets préparés que j'achète depuis longtemps. C'est des mets préparés, je vais dire, assez de qualité. Puis, il y a eu quelque chose dans le mets préparé. Je vais pas nommer là, précisément ce qui est arrivé, mais il y avait quelque chose qui a fait que pour mon conjoint et moi, ça devenait dangereux de servir ça à nos enfants. Je vais dire ça comme ça. Puis nous, on est une petite famille. Puis quand j'achète un mets préparé, que j'ai payé cher pour, que j'achète un produit de qualité, je m'attends à un rendu de qualité. Et si je peux pas servir ça à mes enfants, mais je suis pas gagnante là-dedans parce qu'il va falloir que je cuisine en plus du mets préparé, ça ne fonctionne pas. Et on avait acheté 2 mets préparés et dans les 2 mets préparés est arrivée la même affaire. Puis après, j'ai regardé sur l'emballage, puis les gens s'assument et le notent que ça se peut que ça arrive. L'entreprise le sait, elle est transparente, tout est bien fait par rapport à ça, j'ai rien à dire. Donc, je peux pas appeler l'entreprise et dire « Hey, tu t'es pas rendu compte, mais dans ton produit, j'ai trouvé ABC. » Ils le savent. Ils le savent, ils le mettent de l'avant. Mais moi, pour moi, ça fait que c'est pas un produit qui vaut le prix. Et donc, je n'achèterai plus jamais de ce produit-là. Donc, pour moi, la qualité, le qualité-prix n'est pas au rendez-vous. OK? Et ça, c'est dommage parce que si votre produit ou service n'est pas de qualité, ou du moins que, aussi ce qui est dommage, c'est que là, dans ce cas-ci, moi, je me suis assurée, OK, c'est écrit sur la boîte, ils le savent, et donc je vais pas leur écrire parce qu'ils savent c'est assumé, c'est correct. Mais dans d'autres cas, moi, qu'il est arrivé des choses avec des clients dans la firme, puis que je l'ai su des années après, puis je l'ai su par la porte d'en arrière qu'il y avait une insatisfaction, puis telle affaire était arrivée. Puis moi, j'étais juste pas au courant de ça. Alors, ça, c'est très difficile. Il faut s'assurer de mettre en place un processus d'évaluation de la satisfaction de la clientèle, mais le plus possible que ça soit dégagé des équipiers. Puis même nous, à la firme, je suis en train de réfléchir à comment faire ça entièrement à l'externe parce que en ce moment, on fait des évaluations de satisfaction en mi-mandat, en fin de mandat, mais c'est tout le temps un membre de notre équipe, tout le temps une des 3 filles qui appelle. Puis je me dis, aïe, 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 on n'a peut-être pas tout. Puis on a besoin de tout savoir pour s'améliorer, pour améliorer notre offre de produits-services, pour améliorer nos standards, nos pratiques. Et donc,
il y a ça aussi. Il y a le problème parfois que peut-être que votre produit ou service n'est pas suffisamment de qualité et que vous ne le savez pas. OK? Fait que dans cette problématique-là du produit de qualité ou du service de qualité, il y a plusieurs ramifications. Peut-être aussi que vous le savez et que vous y travaillez fort. Mais si, peu importe le contexte, c'est réellement une priorité d'avoir un produit ou service de qualité parce que moi, avec le produit dont je vous parlais, c'est fini. J'achète plus ça. C'est terminé. Et je ne vais pas référer. Moi, je suis pas du genre à crier haut et fort que je suis insatisfaite à tout le monde. Tu sais, j'ai fait très attention dans le balado de pas qu'on puisse pas identifier le produit. Mais je n'achèterai plus. Puis ça, c'est dommage parce que c'est de la belle argent qui part, c'est de l'oxygène pour l'entreprise. Alors, on veut s'assurer que ce n'est pas le cas chez vous. Et donc, à l'inverse, un produit ou un service de qualité va faire que vos clients reviennent, vont faire que vos clients vous réfèrent d'autres clients qui leur ressemblent. Alors ça, là, c'est à ne pas sous-estimer. Puis ça se peut que vous perdez des revenus parce que les gens ont acheté, n'ont pas aimé et ne rachètent pas. D'ailleurs, l'indicateur pour ça, c'est une première transaction. Est-ce que les gens rachètent ou pas? Si les gens ne renouvellent jamais rien chez vous ou ne vous envoient jamais de clientèle, ben malheureusement, c'est que c'est là qu'il y a votre problème, OK? C'est que votre offre de produits ou services ne répond pas aux besoins ou du moins avec la qualité-prix qui était dans les attentes de la clientèle. Dernier point et non le moindre, votre offre de produit, votre offre de service ne comprend pas de produits ou de services de fidélisation. Je m'explique, si on achète une première fois puis qu'on peut pas racheter par la suite, ça s'arrête. Je peux pas être fidèle. Et donc, ça, c'est malheureux parce que ça fait qu'une personne va acheter une fois et après, c'est terminé. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, des gens qui transforment des produits en services, des services en produits. Si j'achète une piscine, je peux acheter le plan de service d'entretien sur 10 ans, par exemple, de sorte à ce que je vais à ma piscine comme entrepreneur, j'ai des sous, j'ai un nouveau client, il y a sa piscine dans sa cour, mais je continue à lui proposer un service de fidélisation par la suite qui m'assure des revenus puis qui m'assure de garder le client, d'avoir une belle relation. Puis quand il va être dû pour une nouvelle piscine, mais je veux qu'il repense à moi aussi. Je veux rester la première personne vers qui il vient pour acheter son autre piscine. Donc, prenez le temps de vous mettre réellement dans la peau de votre clientèle idéale puis de vous dire, une fois que j'ai vendu mon premier produit d'entrée ou mon produit d'appel ou mon service d'appel ou d'entrée, est-ce que j'ai quelque chose à lui proposer par la suite? Si mon client évolue comme nous à la firme, c'est ça, là, on vend un plan marketing, après le client, il a un plan de match en main, puis il est meilleur. Donc, il n'y a plus besoin de faire tous les 3 mois un plan marketing. Donc, qu'est-ce qu'on va lui proposer par la suite pour se fidéliser? Puis, tant mieux si vous avez, par exemple, un salon de coiffure. Un salon de coiffure, c'est que de la fidélisation. Donc, la personne découvre votre salon pour la première fois, on la chouchoute, on prend de ses nouvelles, puis on s'assure qu'elle revient. Parce qu'il faut toujours aller chez la coiffeuse. Tu sais, c'est quelque chose qui revient à tous les mois. Pas nécessairement pour tout le monde, mais je dirais tous les mois, 3 mois, ou c'est cyclique, en fait. Mais il y a d'autres produits ou services qui ne le sont pas. Il faut faire preuve d'ingéniosité pour créer une offre ou un produit de fidélisation. Alors, je rappelle les 10 points avant qu'on se quitte ce matin ou aujourd'hui, peu importe. Comme je le disais plus tôt, moi, je suis tôt le matin, mais vous, je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée. Point numéro 1, votre offre ne répond pas aux besoins des personnes. Point numéro 2, vous avez le mauvais personnel. Point numéro 3, vous n'avez pas bien clarifié le message à communiquer à votre bonne clientèle. Point numéro 4, votre offre de produit ou service, elle est floue. Point numéro 5, la clientèle n'associe pas le problème à la solution que vous avez à proposer. Point numéro 6, vous n'avez pas le bon prix sur vos produits ou services. Point numéro 7, votre personnel ne vous trouve pas. Point numéro 8, votre personnel ne vous connaît pas. Point numéro 9, la qualité de votre produit ou service est à parfaire. Et point numéro 10, votre offre ne comprend pas d'offre de fidélisation. Et donc, j'espère que ça vous a été utile. Puis, quand on vient à identifier le bobo, là, je vous dirais de ne pas trop réfléchir, d'y aller instinctivement. Alors, vous pouvez simplement revenir plus tôt dans l'épisode, réécouter les 10 points que je viens de lister, puis de vous dire qu'est-ce qui monte en moi? À quel moment j'ai senti « Oh, pelaille, OK, ça, c'est mon problème. » Puis d'y aller avec instinct. Votre instinct sait exactement c'est quoi le problème, mais souvent de façon rationnelle ou par peur ou quelconque autre émotion qui se met dans notre chemin, ben
on s'invente des histoires, on n'identifie pas le bobo, puis on ne trouve pas les bonnes solutions au bon bobo, OK? Donc, vous pouvez simplement réécouter puis fermer vos yeux quand je les nomme, les problématiques, les bobos qui peuvent justifier le manque de revenus. C'est important de laisser monter l'émotion puis se dire qu'est-ce qui monte en moi puis qu'est-ce qui ça je le sais que ça accroche, c'est là mon problème. Puis faites confiance à ça, faites confiance à votre instinct parce que les revenus là, c'est l'oxygène de votre entreprise. Donc si vous avez observé une baisse de revenus dans les différents mois, il faut l'adresser. Puis je suis là pour vous aider à l'adresser de façon des plus pragmatiques. C'est pas que vous êtes pas bon, c'est pas que vous avez pas fait les bonnes choses, c'est juste qu'il y a un léger besoin d'ajustement puis de solutions. Alors sur ce, je vous invite à vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode dans les semaines à venir et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine!